Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, juste après une midweek, juste avant les matchs du week-end, ça enchaîne, la Gold Cup, la Coupe du Monde des clubs, la MLS, vraiment du n'importe quoi. Comme d'habitude, cette MLS ne s'arrête jamais et ne fait rien comme les autres. Allez, sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode de MLS Time, comme je vous l'ai dit, on se retrouve, alors on est aujourd'hui jeudi soir, je vous retrouve juste après une midweek des matchs de MLS, la 20e journée, même si toutes les équipes ne jouent pas, comme d'habitude, ça compte une journée en plus en MLS, donc cette nuit, j'ai regardé quelques débuts de match, c'était complètement dingue, il y a eu clairement des matchs fous, 11 matchs, 45 buts, ça fait une moyenne de plus de 4 buts par match. Il y a que 4 équipes qui ont réussi à gagner à domicile, il y a eu 6 équipes qui se sont imposées à l'extérieur et un seul match nul et j'ai regardé où il y a eu 2 clean sheets. Donc vraiment, on est sur une journée où il y a eu des buts. Si vous jouez à des jeux fantasy, valait mieux avoir Hanson des Rapids dans votre effectif pour les gardiens et pour les défenseurs. Et puis, bah, écoutez, pour les autres, valait mieux avoir des profils plutôt offensifs. Comme d'habitude, on va démarrer avec tout ce qui est actu club. Alors, je vous avoue que j'ai fait au mieux pour trouver les dernières actus. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont sortir ce soir. Et encore, souvent, vous savez, midweek, les équipes voyagent. Il y en a pas mal qui vont enchaîner. Donc, pas sûr que ça s'entraîne aujourd'hui. Les infos vont principalement sortir demain soir avec le rapport de disponibilité. Et ce week-end, on aura la journée classique de MLS, si ce n'est que Atlanta Inter Miami ne se jouera certainement pas. C'est vrai que j'ai pas vu comme quoi le match était décalé, mais ça me paraît complètement fou qu'ils jouent puisqu'ils vont jouer contre le PSG à Atlanta dimanche. Donc voilà, Atlanta Inter Miami, ça aura pas lieu ce week-end très certainement. Allez, sans plus attendre, on part sur les actus et justement on va rester sur l'Inter Miami parce qu'il y a une info sacrément folle que Sacha Tavoleri nous partage depuis 2 jours, comme quoi les discussions se poursuivent et s'intensifient entre Messi et l'Arabie Saoudite. Il serait en contact direct avec le directeur en gros de la Saudi Pro League et ça chaufferait pour qu'il arrive du côté de l'Arabie Saoudite, hein. On rappelle que Lionel Messi, pendant la Coupe du Monde, il y a de ça donc 3 ans, il était ambassadeur hein, clairement pour le Qatar, mais l'Arabie Saoudite l'avait approché, donc clairement ça m'étonnerait pas, même si son contrat béton en MLS est toujours en cours et je sais pas si vous avez écouté un peu l'after. Là, l'after fait un peu les tournées des beaux sites, on va dire, aux États-Unis. Ils ont fait Miami, New York, il leur reste LA à faire et Las Vegas. Et clairement, moi je suis d'accord avec un des intervenants qui a dit que Messi c'était à la fois une bonne pub, mais pas une bonne pub aussi, puisque bah, quand vous voyez des highlights de Messi qui se promènent, vous vous dites clairement la MLS le niveau est nul. Bon, ce que j'avoue, ce qu'ils ont montré sur la Coupe du Monde des clubs, ça rassure pas du tout, ça montre pas forcément une belle image. Et quand vous les voyez jouer à la Coupe du Monde des clubs aux yeux du monde entier, vous vous dites mais elle est complètement éclatée cette équipe. Et je pense sincèrement que le PSG va leur mettre une volée ce week-end. Je pense que la défense de Miami peut vraiment exploser. Allez, fini Miami. De toute façon, c'est pas un club que j'apprécie, vous le savez très bien. Enfin, que j'apprécie. Ça bosse pas bien. Bref, allez, on passe next. Suivant, SKC, je vais vous parler d'un joueur qui est en grande forme. C'est Dejan Joveljic qui arrive, donc l'ancien joueur des Galaxy, qui cette nuit a joué et sur son but à la 98e minute, parce que c'était un match au fou, hein. Ils étaient menés par Charlotte jusqu'à la 94e SKC et sur 2 ouvertures de Manu Garcia, ils font le 2-1 à la 94e et non, le 1-1 à la 94e et le 2-1 à la 98e. Enfin, fin de match complètement folle. Donc Jovalji qui met le but de la victoire et qui s'est tenu directement derrière la cuisse. Donc il a dit que c'était que des crampes et qu'il espère que c'est rien de grave. Donc je pense que lui a surveillé dans les 2 jours qui arrivent ce qu'on va nous dire sur une éventuelle élongation ou blessure musculaire, même si pour lui c'est que des crampes.
Montréal, l'actu est complètement folle. Ils avaient laissé Jonathan Lewis qui joue en Ligue 1 à Barnsley. Il est libre de tout contrat, donc il était à laisser. Je ne sais pas s'il l'est toujours. En tout cas, c'est un joueur qui a joué au Rapids, qui connaît la MLS, qui pourrait être un ajout intéressant pour Montréal. Yankov, le départ est acté. Tout comme ça vient de tomber, Nathan Saliba, il y a de ça une heure, là j'enregistre, il est 17h30, il y a une heure, on a appris que son transfert à Anderlecht était officiel. Mauvaise nouvelle également pour Giacomo Vrioni, qui a le bras dans le plat, dislocation du coude, 2 à 3 semaines d'absence, même si ça me paraît très très court. En tout cas, compliqué Giacomo Vrioni. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois des nouvelles de Maxime Truman à l'entraînement, il est blessé en fin de séance. C'est compliqué, compliqué hein, pour le seul joueur DP à l'heure actuelle de Montréal qui va se retrouver comme en début de saison à jouer sans DP. Et on l'a vu cette nuit, un DP comme Evander, quand il est face à eux, ça fait la différence. Enadi Sinchuk et Herbert sont encore à l'écart du groupe, ça c'est la nouvelle qu'on a eue. George Campbell a joué cette nuit et par contre il y avait une nouvelle comme quoi lui et Neil portaient une attelle une attelle, un bandage en fin de semaine dernière. Cette nuit, il faut noter que Caden Clark a quitté le terrain blessé au genou, donc des infos vont certainement suivre. Et l'info mercato qu'on a eu, c'est que Malmö, le club suédois, serait intéressé par George Campbell, qui a déjà aussi des intérêts du côté de l'Angleterre. Donc Campbell, qui est clairement le meilleur joueur, je pense, depuis le début de saison dans la régularité pour Montréal. Pas étonnant qu'il soit ciblé par de nombreux clubs européens. On arrive à LAFC, donc qui est éliminé de la Coupe du Monde des clubs, qui va jouer ce week-end son retour en MLS. Alors, ça a été démenti par Tom Bogert, Club America. Il y avait une rumeur comme quoi ils étaient intéressés par Banga pour 12 à 13 millions et que ça impliquait un échange avec Javero Dilrosun. C'est faux. Et est-ce que des gens y ont cru? Je ne sais pas. En tout cas, pour connaître un peu des personnes dans l'entourage de Bouanga ou de ses déclarations, s'il revient quelque part, ce sera en Europe. Et je pense pas qu'il ira du côté du Mexique. Mais je sais pas, moi, à force, je me dis que Bouanga, il va finir par rester à LAFC, peut-être tenter de battre les records de Vela et de devenir une vraie légende dans le club. L'info concernant Olivier Giroud, ça me paraissait complètement fou, c'est le petit Lillois et l'équipe qui avait sorti ça, comme quoi il y avait des négociations entre Lille et LAFC pour Giroud, et Tom Bogert les a confirmés pour une arrivée cet été. Enfin, je suis assez étonné puisque Giroud est quand même en échec en MLS. Ça me paraît fou que Lille, pour remplacer Jonathan David, se penche sur le cas Giroud. Il est avec les copains à LA, la belle vie, que salaire d'hippie confortable. Tu vas te remettre dans un club qui joue la Coupe d'Europe. Bon, bref, après s'il veut, mais ça me paraît un peu étonnant quand même. On passe à Chicago. Alors, c'était simplement pour vous dire, Philippe Zinkernagel a fini sa tournée des mariages. Donc, il avait son mariage et celui d'une autre personne, hein. Si vous avez suivi son Instagram, je pense qu'il a fait couler quelques litres de bière dans son gosier, l'ami Zinkernagel. Il est de retour, il a joué cette nuit. Et ça a été plutôt compliqué hein, d'ailleurs. Rummenigge Kwame, excusez-moi, est de retour en individuel sur le terrain. Par contre, Carlos Terran, l'éternel blessé, est toujours absent. On arrive à New England. Alors, il y a eu des infos comme quoi Langoni et Campana seraient de retour ce week-end. Ils seraient dispo. Bon, voilà, une nouvelle intéressante. New England qui commence à monter en puissance et qui va enchaîner, il me semble, je crois, un deuxième match à domicile, donc plutôt intéressant. Atlanta, mon club, et qui a encore perdu cette nuit. J'ai regardé la première mi-temps, j'ai dit je vais pas perdre mon temps plus longtemps, je vais aller dormir. C'est peu pour moi, pour faire un petit aparté, c'est l'équipe la plus faible depuis que je suis là, Atlanta depuis. Moi, j'ai commencé à suivre en 2018 avec Atlanta. C'est clairement l'équipe la plus faible d'Atlanta, alors que vous voyez les joueurs, des joueurs comme Miranchuk, Almiron, Emmanuel Latlas. Donc la plus grosse, enfin la plus chère recrue de l'histoire de la MLS, l'attaquant, n'a pas marqué depuis 11 ou 12 matchs, j'ai vu la stat, et il a encore loupé des occasions cette nuit, dont une que j'ai en tête, où il est face au but, il dévisse totalement, il arrose la tribune ou le photographe qui était sur le côté, enfin c'est très très compliqué. Il y avait une rumeur comme quoi un club des Émirats Arabes Unis aurait fait une offre d'environ 1,2 million de dollars pour Pedro Amador. Bah, écoutez, si c'est le cas, vu ce qu'il a pas coûté grand-chose et qu'aujourd'hui il a du mal à performer, je pense que ça peut être une bonne chose de le vendre, mais bon après ça veut dire que t'es complètement à poil sur le côté, que t'as plus personne.
En tout cas, Adjani Fortuné, donc qui était au milieu, vous savez que je suis pas un grand fan du joueur, que c'est assez limité, mais on souhaite jamais une blessure à un joueur, et bah, il devrait manquer tout le reste de la saison pour une blessure au pied où il a dû subir une intervention chirurgicale. On passe au Galaxy qui ne va toujours pas mieux, hein, le Galaxy. Argentinos Junior, le club argentin, serait intéressé par Julian Ode, le latéral, qui est en difficulté cette saison et qui arrive plus à s'imposer. Des nouvelles enfin de la superstar de l'équipe, Ricky Puig, qui reprendra le travail sur les terrains dans les semaines à venir, nous a dit Greg Vanney. Il n'y a pas encore de retour fixé, allez pas vous emballer, hein. Le staff va l'évoluer petit à petit, mais on sait que on va approcher du retour. Greg Vanney a dit qu'il souhaitait faire table rase de la première partie de saison et de se focus sur la deuxième partie et de jouer ce qui va être possible de jouer. Bon, ils ont quand même accumulé beaucoup de retard. Ils ont encore eu une défaite cette nuit du côté de San José, donc ça va être compliqué d'accrocher quoi que ce soit, même avec un retour de Ricky Puig au mois de septembre dans la dernière ligne droite. Salt Lake, il y a eu des infos sur Xavier Gozo, le jeune attaquant qui serait pisté par Genk en Belgique. Bon, alors seulement une quinzaine de matchs en MLS. Bon, bah écoutez, par contre, c'est un profil au niveau du développement athlétique, physique, j'en parlais avec Gary, qui est tout à fait dans les clous pour un jour aller en Europe. Du côté de Toronto, donc Osorio s'est blessé en sélection et il est de retour à Toronto et devrait être à l'écart quelques temps, on n'a pas eu de nouvelles. Cette nuit, Insigne était sur le banc, Bernardeschi n'était pas dans le groupe, j'ai pas checké Bernardeschi ce qu'il avait. Voilà, Kier était sur le banc après son retour de blessure, mais Toronto ne va pas forcément mieux. Les Red Bull New York, alors eux c'est pareil, hein, des gros pépins encore cette nuit. Cameron Harper a subi une opération des ligaments donc cette semaine et il va fin de saison pour lui, voilà, il va manquer le reste de la saison. Et cette nuit c'est Raheem Edward qui s'est également blessé et Sandro Schwartz a dit à la presse que Lewis Morgan ne souffre pas d'une blessure au genou mais d'une blessure musculaire. Donc Lewis Morgan, les pépins physiques continuent pour lui qui est on rappelle, hein, qui occupe un spot DP qu'ils lui ont donné l'année dernière. San José qui enfile encore des buts à ne plus en finir avec un Christian Espinoza, Arango, Joseph Martinez en feu. Et le quatuor dont on parlait depuis cet hiver, c'est Hernan Lopez Munoz. Donc le joueur a été contacté par le Racing en Argentine et il serait enjoué à l'idée de quitter San José pour retourner en Argentine. Donc pas encore d'accord entre les deux clubs, mais le joueur serait enclin à partir. Du côté d'Austin, alors on a eu une rumeur comme quoi Chivas Guadalajara, donc au Mexique, serait tenté de recruter Brandon Vasquez. Bon, ce serait le coach qui l'aurait mis sur sa liste, hein. On rappelle que c'est 5 buts en 19 matchs, hein, et que Austin l'a acheté quand même 10 millions, spot DP. Alors là, c'est pareil, hein, la blague, il est dans l'équipe All-Star, donc j'en ai discuté avec Nico, hein, 8 de pique. On soupçonne, enfin Nico m'a dit, il soupçonne que Brandon Vasquez soit dans l'équipe All-Star, pas parce qu'il y a des gens qui ont voté pour lui, mais parce que ça se passe à Austin et que c'est le coach d'Austin qui va coacher, donc ils l'auraient pris, ils ont le droit à un joker qu'ils peuvent prendre. Mais en tout cas, voilà, Brandon Vasquez, Boukari et puis l'ami albanais Uzuni, quand même compliqué, 30 millions au total, voilà, pour très peu de buts et très peu de rendement offensif. Il y a une autre info, c'est que Nicolas Figal, donc l'ancien joueur de l'Inter Miami de 2020-2021 qui joue aujourd'hui à Boca, serait ciblé par Austin, mais il y aurait Orlando et Atlanta également qui seraient dans la danse, même si Austin est a priori mieux avancé. Du côté de Philadelphie, qui a fait encore une belle performance cette nuit en s'imposant 1-0 à l'extérieur. Il y a eu le retour de Ty Baribo qui était un peu bloqué en Israël avec le conflit et avec l'Iran. Il nous a dit qu'il va être encore absent 4 à 5 semaines. On se rappelle, hein, qu'il était blessé, donc compliqué d'être sans leur numéro 9. Mais écoutez, ils enchaînent encore de fort belle manière Philadelphie. Du côté de Charlotte, l'actu chaude, c'est Patrick Aguiemang qui est en train de briller avec les États-Unis. Fabrizio Romano nous a dit que Derby County est sur le point de signer un accord pour le recruter. Il y aurait des discussions en cours, mais le joueur a déjà donné son feu vert. Ça a été confirmé par Tom Bogert. Il y aurait Gang qui serait dessus, Luton l'été cet hiver, mais c'est clairement
Derby County qui serait dans la course le plus avancée et proche de le signer. Dean Smith nous avait dit la semaine dernière que le club n'était pas dans une situation où ils sont pressés de vendre, qu'ils avaient ce qu'il fallait et que surtout ils voulaient pas s'affaiblir. Donc ça veut dire qu'à Guillemang part, ça va être Toklomati derrière et que je pense que ils vont aller chercher un numéro 9 cet été. Dean Smith le dit et le répète que offensivement, ils ont vraiment besoin d'un numéro 9. En tout cas, très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont prolongé le prêt de Pep Bill jusqu'en 2026, jusqu'à la fin de la saison 2025, pardon. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, et en plus, ils le conservent sans qu'il soit DP. Ça veut dire qu'il y aura toujours l'opportunité de le passer DP à la fin de saison, mais pour le moment, ils ont un joueur de grande qualité qui n'est pas DP dans leur rang. Et ils ont un spot toujours libre. Du côté de Saint-Louis, ça a été officialisé. Janes Horn a quitté Saint-Louis et il s'est engagé au Rapid Vienne en Autriche. À Houston, alors Ben Olsen nous a dit quelques infos. Donc il y en a une, c'est concernant Eric Sviatchenko, qu'il était presque de retour, mais qu'il aurait besoin de temps et qu'il sera pas prêt tout de suite. Ça veut tout et rien dire, il a dit tout et son contraire. Et concernant Jack McGlynn, ça c'est ce qui vous intéresse, il a dit qu'à propos du départ de Jack McGlynn cet été, il y a une possibilité en effet, qu'ils sont en train de se préparer et de préparer les joueurs de l'effectif à ce départ pour pas que il soit bloqué comme il y a eu au début avec le départ d'Herrera, Carrasquilla et un peu dans l'urgence. Du côté de Columbus, donc Columbus va chercher à conserver Andrés Herrera qui a marqué cette nuit. L'intention ce serait de prolonger son prêt jusqu'en juin 2026, excusez-moi, et ils attendent la réponse de River Plate. À Vancouver, très mauvaise nouvelle, c'est Ali Ahmed qui va être indisponible pendant 6 à 8 semaines en raison d'une entorse à la cheville. Mauvaise nouvelle et on a vu cette nuit, hein, ça a été difficile. Ils ont perdu 5-3 chez eux face à la très belle équipe de San Diego. On va y revenir après. San Diego mené par Anders Dreyer malgré l'absence de Lozano et Iloski qui a mis un quadruplé. Du côté de Portland, Claudio Bravo est proche de quitter Portland, hein, le latéral, hein, il devrait signer à Argentinos Junior et ça va s'ajouter aux listes des joueurs absents, hein. Jonathan Rodriguez, c'est une fin de saison. Anthony, la grosse tuile, va être absent 6 à 8 semaines, donc ça veut dire que avec Jonathan Rodriguez fin de saison, ils vont libérer un spot DP, mais ils perdent Anthony qui joue à ce poste également. Donc à gauche, ils sont un peu à poil et Ariel Lassiter est out 2 à 3 semaines. Donc là, je pense que Portland va aller chercher un DP pour combler ce poste d'ailier gauche. Eh bien, on a fait le tour sur les infos que j'ai pu récolter depuis une semaine, depuis hier, pour vous donner les dernières infos fraîches concernant la MLS, les éventuels transferts. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va partir et aller tout de suite sur les match-ups du week-end. Allez, c'est parti! Premier match du week-end, enfin premier match du week-end, on n'aura pas de match en clair, mais on va avoir un match les premiers matchs ce sera 1h30 dimanche. Le premier match dans la liste, c'est Montréal qui reçoit New York City. Deuxième match de suite à domicile pour Montréal. New York n'a pas joué en midweek. C'est pas un match vraiment emballant sur le papier. On sait que New York c'est quand même une équipe qui joue de la possession. Montréal a perdu contre Cincinnati. Je pense que c'est un match où je ferais l'impasse si j'avais à choisir. En plus, il y a la Gold Cup, donc tous les joueurs ne sont pas forcément revenus du côté d'NYCFC, que ce soit Matt Freeze ou Martinez. Mais je pense que les deux équipes vont marquer. Et pourquoi pas une surprise de Montréal, clairement, sur ce match. C'est un match où je peux croire à une surprise de Montréal. Cette nuit, ça a été compliqué. Ils ont pris 3-1 face à Cincinnati. Mais bon, Cincinnati a beaucoup plus de qualité aujourd'hui. Je pense que Montréal ne se compare pas à des équipes comme Cincinnati et doit continuer d'avancer, recruter parce que c'est bien, là, il y a beaucoup de départs, mais le but, ça va vraiment être de recruter. Le second match de la liste, c'est DC qui va recevoir Nashville. DC n'a pas joué sur cette midweek. Nashville a joué à Boston contre les Ravs et s'est imposé 3-2 avec un Sam Surridge, encore en grande forme avec un triplé. Sam Surridge, c'est un peu comme Joe Belgic, hein, on n'en parle pas. Les deux ne sont pas dans l'équipe All-Star de la MLS, mais par contre, c'est vraiment les deux meilleurs numéro 9 pour moi avec Chicho Arango depuis le début de saison. Les deux, c'est incroyable de régularité, surtout sur les 10 derniers matchs, mais Surridge, c'est vraiment très fort. Deuxième déplacement de suite pour Nashville, donc ça, c'est à noter, même si c'est pas un gros déplacement pour eux.
L'équipe pour moi est supérieure et DC devrait, je dis bien devrait retrouver Benteke, donc intéressant, je pense que ça peut être un match où ça fait des buts parce que Nashville à l'extérieur, en 9 matchs, ils ont quand même marqué donc 14 buts avec hier soir et ils en ont pris 14. Donc ça prend autant que ça marque. DC à domicile en 10 matchs, ils ont mis 9 buts et ils en ont pris 17. Donc je pense qu'avec la fatigue de Nashville, le retour de Benteke, on peut avoir un but des deux équipes. Mukhtar Sturridge, pour moi, c'est un bon spot sur vos équipes fantasy, même si c'est jamais évident d'aller jouer du côté de DC. Je vois bien Nashville aller s'imposer, marquer au moins 2 buts. Donc vous le savez, Sturridge en priorité maintenant, puisque c'est lui le tireur de penalty, et après Mukhtar. Et en face, s'il est titulaire, bien sûr, vous pouvez y aller sur Benteke. Le match suivant, c'était Inter Miami-Atlanta, mais bon, ça va pas se jouer étant donné que Inter Miami va jouer contre le PSG en Coupe du Monde des clubs, ou alors j'ai vraiment raté une info et ça va jouer avec l'équipe B, mais non, non, ce serait complètement fou. Le match suivant, les Revs vont recevoir les Rapids de Colorado. Les Revs en midweek, ils étaient déjà à domicile contre Nashville et ils vont rejouer encore à domicile. Alors, Carles Hill a été plutôt bon. On a une équipe qui retrouve un peu des couleurs. Chancalay, moi je trouve vraiment que c'est un bon joueur. Mais là, c'est encore un match à domicile face à une équipe qui est trop imprévisible. Mais là, les Rapids, ils ont joué à domicile contre le Galaxy, ils vont traverser la conférence pour aller de l'autre côté, donc je vois vraiment un avantage pour les Revs. Mais le problème, c'est que les Revs, ils marquent pas beaucoup à domicile. Ils ont joué 6 matchs, ils ont quand même un bilan qui est compliqué, avec seulement 6 buts marqués à domicile, en 7 matchs, excusez-moi, avec cette nuit. Donc c'est 7 matchs à domicile, 6 buts marqués. Et 8 encaissés, donc compliqué quand même de marquer pour les Revs. Et face à eux, par contre, ils ont une équipe qui a un bilan à l'extérieur de 8 points en 8 matchs. Donc les Rapids, 0 victoire sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. C'est 4 défaites, un nul. Et à chaque fois, ils ont encaissé 2 buts. Tout le temps 2 buts. Donc sur leurs 5 derniers déplacements, les Rapids. Donc je vois l'avantage aux Revs. J'ai du mal à sortir un joueur décisif. Moi, j'irai sur la paire Carles Hill, Chancalay. Mais je pense que les Rapids ont la possibilité de marquer des buts. Mais allez, on va rester sur les Revs qui marquent au moins 2 buts avec Carles Hill et Chancalay décisifs. Le match suivant dans ma liste, c'est les Red Bull New York qui reçoivent Minnesota. Les Red Bull New York allaient à Toronto en mid-week et ils se sont d'ailleurs pas imposés. Ils n'ont pas réussi à les battre Toronto. Ça a fait un partout. Et Minnesota a reçu Houston et s'est imposé 3-1 avec Longwane qui signe un doublé plus une passe décisive. Donc Longwane avait l'air en forme sur cette midweek. Les Red Bull New York à domicile, c'est du solide. C'est clairement la meilleure équipe à l'Est et même la meilleure équipe de la MLS avec 22 points pris en 22 matchs, soit 2,44 points par match. Et surtout 23 buts marqués pour seulement 8 encaissés. Choupeau était incertain et sera incertain encore pour ce match. Minnesota, ils vont être privés de 4 comme Sinclair, Oluwaseyi, Rosales qui sont à la Gold Cup, mais c'est une équipe un peu comme Vancouver et San Diego, c'est vraiment un collectif avant des individualités. Je dirais que c'est compliqué de sortir un gagnant, mais je vois bien un match avec des buts. Pourquoi pas un match nul 2-2 pour les plus fous, avec Forsberg décisif. Et puis après, de l'autre côté, vous avez quand même Oluwaseyi, Lod, Longwane. Le problème, c'est que vous n'avez pas vraiment de joueurs qui se détachent. Pereira, du côté de Minnesota, a commencé sur le banc cette nuit. C'est tout simplement qu'il vient de recevoir sa green card et qui s'est pas entraîné sur le reste des 10 derniers jours avec Minnesota. Mais là, il sera de retour et certainement titulaire ce week-end. On passe à Orlando qui reçoit Cincy. Ce match-là, je vais cliquer, je vais le regarder, ça m'intéresse. Orlando en midweek était à Saint-Louis et c'est un match où ils ont dû s'employer pour aller gagner 4-2. 4-2, c'est pas souvent, hein, mais il y avait un Ramiro Henrique et un Pasalic qui étaient en grande forme. Et Cincinnati allait s'imposer 3-1 du côté de Montréal. Donc c'est vraiment deux grosses cylindrées de défense sympas, mais qui encaissent de plus en plus sur les derniers matchs. Donc pour moi, il y a deux équipes qui se sont rassurées sur leurs 2 derniers matchs, mais il est difficile de sortir un favori, des joueurs décisifs, même si on peut pas s'empêcher de penser qu'Evander va être décisif. Moi, je trouve ce joueur, c'est vraiment le football. Alors ça m'embête de dire ça, mais je pense que s'il reste un peu de temps à Cincy, il peut battre les stats de Lucho Acosta. Je pense que, en tout cas, les supporters de Cincinnati, ou même j'en parlais avec Gary qui était à Montréal, au Saputo cette nuit, m'a dit que
C'est vraiment un régal et le football ce joueur. Donc voilà, match serré à éviter pour moi ce week-end, donc Orlando-Cincinnati, sauf peut-être aller Evander et vous le jouez en double chance si vous êtes parieur avec Pasalic, ça peut être intéressant. Toronto, j'en parlais juste avant, qui reçoit Portland. Portland était au repos en midweek et Toronto donc a fait un partout contre les Red Bull New York. C'est deux équipes qui devraient être assez fraîches et dispo malgré le fait que Toronto ils jouent en midweek. Hein. Il n'y aura pas de déplacement, ça enchaîne à domicile. Mais, mais pour moi, c'est seulement 5 points en 10 réceptions pour Toronto. Enfin maintenant 6 points en 11 réceptions. C'est compliqué. Ils encaissent pas beaucoup. Encore un seul but encaissé cette nuit. Mais face à eux, bah, il y a Portland qui arrive avec un gros déplacement. Une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, très imprévisible. Ils vont être privés donc d'Anthony, Jonathan Rodriguez. Ça peut les affecter hein, sur le plan offensif. Moi, j'ai du mal aussi avec David Pereira da Costa, où je trouve que bah, ça éclate pas. Après, on le compare à Evander. Hein. C'est vrai qu'avant lui, il y avait Evander qui est vraiment, comme je l'ai dit juste avant, un crack. J'ai du mal à sortir un favori. Je pense que Portland peut se faire embêter par cette équipe de Toronto qui est capable de tenir un clean sheet. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, à vous de voir, mais encore un match-up pas évident. C'est jamais évident, hein, je vous le dis, c'est jamais évident après les midweek de sortir des joueurs. J'ai fait une petite liste à la fin, je vous avoue que je me suis bien cassé la tête et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs qui ressortent. Match suivant, et là on passe au match à 2h30, Chicago-Charlotte. Ça c'est pareil, je pense que c'est un match que je vais regarder. Chicago qui a perdu contre Philadelphie 1-0. Et bah, Charlotte en midweek qui s'est imposé 94-98e face à SKC. Quand même compliqué hein, les formes des deux équipes. Kalinja était de retour dans les buts pour Charlotte, mais il n'a pas semblé à son meilleur niveau. Avantage quand même fraîcheur pour Chicago qu'enchaîne à domicile. Euh, je note que c'est toujours des matchs spectaculaires entre les deux. Charlotte à l'extérieur, c'est quand même compliqué. Hein. C'est seulement 12e sur 15 de la conférence Est, avec déjà, avec le point de cette nuit, avec les deux buts encaissés. Je fais le calcul rapido, soit je suis en live, from scratch comme ça. Ils ont quand même encaissé 22 buts en 11 déplacements. Charlotte, c'est complètement fou. Et à l'inverse, bah, on a Chicago qui a sorti que 2 clean sheets en MLS cette saison, donc c'est compliqué. Mais ils ont la meilleure attaque de MLS avec donc 37 buts marqués en 18 matchs. Donc voilà, il y a eu 7 et 5 buts sur les deux dernières confrontations entre les deux équipes. Avantage Chicago quand même qui pour moi avait mis 4-1 à Charlotte sur son terrain le 18 mai dernier, qui va enchaîner à domicile, qui est quand même très très fort offensivement. Donc je dirais plutôt de jouer les stacks offensifs dans ce match-là. Le but des deux équipes est 2,5 buts, même le 3,5 buts si vous êtes parieur, ça me paraît intéressant. Après le problème c'est que pour trouver les joueurs décisifs, vous avez beaucoup de choix. Hein. Vous avez Zaha, Bill, Toklomati, Abada du côté de Charlotte, ça c'est compliqué même si moi je préfère quand même Wilfried Zaha qui fait un peu de scoring. Et de l'autre côté, bah, vous avez Bamba, Kuiper, Zinkernagel. Donc ouais, c'est pas évident mais je pense que ça va se jouer dans les stacks offensifs de ces deux équipes. Un match qui se joue en même temps, c'est Dallas qui reçoit San Diego. Dallas qui recevait San Jose en midweek et qui s'est incliné 4-2, qui a pris deux cartons rouges. Hein. C'est compliqué. Hein. Kaique et Ibeaga donc ont pris carton rouge. Face à eux, San Diego qui allait éclater l'équipe en forme de Vancouver 5-3. Ils ont quand même passé 5 buts, faut le dire. On s'arrête là. Ils ont passé 5 buts à Vancouver sur leur T1. C'est compliqué. Hein. Iloski qui met 4 buts. Dreyer qui fait 3 passes décisives. Ce joueur-là, je pense que s'il y a grosse saison, je le répète, je signe s'il y a grosse saison de San Diego. Dreyer, pour moi, c'est potentiel MVP. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, on va rester sur le côté match du week-end, même malgré la fraîcheur de Dallas qui va enchaîner à domicile. Sur leurs 8 matchs à domicile, ils n'ont pris que 5 points. Et ils ont mis que 6 buts. C'est compliqué face à eux. Il y a clairement l'une des plus belles équipes aujourd'hui de MLS dans le collectif. Lozano, je ne sais pas s'il sera rétabli. Mais en tout cas, moi, je vois San Diego s'imposer, leur mettre au moins 2 buts. Et je vois bien Dreyer décisif. Et je pense que CJ Dos Santos est capable de tenir le clean sheet. Même si bah, en face, il y a quand même Lucho Acosta, Moussa. Ça fait pas l'affaire. Et pour moi, ils peuvent garder le clean sheet. Un autre match qui se joue en même temps, c'est Houston qui va recevoir Saint-Louis. Houston en midweek s'est incliné à Minnesota
3-1 et Saint-Louis a perdu à domicile 4-2 face à Orlando. Donc c'est vraiment deux équipes qui sont en difficulté. Houston à domicile, jusqu'à l'année dernière, c'était très solide, mais c'est plus du tout ça. Saint-Louis n'a pas gagné depuis 8 matchs à l'extérieur, 7 défaites, un nul, et 6 fois sur ces 8 matchs qu'ils ont pris au moins 2 buts. J'aurais d'habitude dit que Houston va gagner, mais ils ont perdu 2 fois 3-1 contre Montréal, contre SKC sur leurs 2 dernières réceptions. Ils ont encore pris un score sur 3-1 sur cette midweek, donc vraiment, je m'aventurerai pas du tout sur ce match. Match suivant, SKC, ouais, je m'y suis perdu, vous avez eu un blanc, je me suis complètement perdu dans ma liste. SKC va recevoir Salt Lake City. Salt Lake n'a pas joué en midweek et SKC a retourné le match dans les arrêts de jeu face à Charlotte. Bon, Charlotte a clairement dominé la majeure partie du temps. Ça va être compliqué. Le 13e de l'Ouest reçoit le 12e. Deux équipes qui encaissent beaucoup quand même. Moi, je vois bien Salt Lake qui a déjà pris 17 buts en 10 déplacements et SKC qui a encaissé 18 buts en 16 matchs à domicile. Donc maintenant 19 buts en 9 matchs à domicile. Clairement, c'est deux équipes qui peuvent encaisser. Et il y a un truc intéressant, c'est que Johnny Russell et Agada vont revenir du côté de SKC. Mais ça, SKC, c'est quand même une équipe qui ne lâche rien. Moi, je vois bien Manu Garcia et Jovel Djic décisifs. Pour moi, c'est deux bons spots sur ce match pour ce week-end. On arrive à San Jose qui va recevoir LA Galaxy à 4h30. Alors là, c'est vraiment un match où j'ai peur pour le LA Galaxy. San Jose qui s'est imposé 4-2 à Dallas et LA Galaxy qui a perdu 2-0 à Colorado. Avantage clairement San Jose. LA Galaxy a pris que 3 points à l'extérieur, c'est 3 nuls et 8 défaites. San Jose, le duo du week-end, dans les précos que je vais vous faire, clairement Chicho Arango, vous y allez, Espinoza, vous y allez. Pour moi, c'est la meilleure attaque de MLS à domicile, de toute façon, San Jose. Ils ont mis 25 buts à domicile cette saison, ils en ont quand même pris 17, donc voilà pourquoi je pense que les deux équipes vont marquer, qu'il va y avoir plus de 3,5 buts, le plus de 5 buts, je pense que ça va glisser. San Jose, je les vois bien leur mettre 2, même 3 buts, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, Espinoza, Arango, et en face, il va y avoir un buteur, je vois bien Gabriel Peck marquer, ou être décisif en tout cas. On passe à l'un des derniers matchs, donc c'est Seattle qui va sortir de la Coupe du Monde des clubs, qui reçoit Austin. Seattle, c'est 5 défaites toutes compétitions confondues et ils viennent d'enchaîner des gros matchs en compétition, donc en Coupe du Monde des clubs. Austin était au repos en midweek, mais sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, c'est une victoire au dernier match, mais avant c'est 4 défaites, un nul. Et Austin a pris au moins 2 buts dans 4 de ses 6 derniers déplacements. Avantage pour moi Seattle malgré la méforme. Je vois bien Seattle marquer au moins 2 buts, Rusnak décisif et Jordan Morris qui était de retour, qui peut être décisif. Je rappelle, Seattle à domicile c'est quand même 18 buts pour et 8 contre en 8 réceptions, ça reste du très solide. L'un des derniers matchs, donc c'est Columbus qui va jouer donc à minuit lundi, donc c'est le gros match, hein, Columbus qui reçoit Philadelphie. Les deux équipes ont pas mal d'absents avec la Gold Cup et les blessures, mais ça enchaîne. Philadelphie premier à l'Est, Columbus va beaucoup mieux. Ça c'est le match à minuit qui peut me faire durer jusqu'à 2h du matin pour le voir. Il y a souvent des buts, avantage Columbus quand même pour moi, mais Philadelphie peut vraiment taper tout le monde. Et voilà, franchement, dans ce match-là, je vous dis, vous prenez un Diego Rossi décisif, Chambost intéressant parce qu'il fait du scoring, et il faut pas oublier Philadelphie, Kai Wagner bien sûr. Et le dernier match, ce sera LAFC qui reçoit Vancouver. Vancouver qui a pris la gifle à domicile 5-3 contre San Diego, qui va se déplacer à LAFC qui était au repos, qui a enchaîné quand même 3 matchs en 10 jours de Coupe du Monde des clubs. Il y a des absents importants à Vancouver et à LAFC qui après LAFC à l'inverse a presque tous ses joueurs, mais bon, moi je vois clairement Denis Bouanga marquer 1 ou 2 buts, enfin être au moins décisif 2 fois, et le clean sheet de Lloris, j'y crois. Donc voilà un peu pour les match-up du week-end. J'ai essayé de vous faire rapide pour que vous n'ayez pas un épisode trop long. Maintenant, je vais vous donner les joueurs pour moi intéressants dans le fantasy, que ce soit sur le MLS Fantasy Draft ou également sur Sorare. Pour moi, les gardiens intéressants, c'est Sean Johnson, CJ Dos Santos, Hugo Lloris et Stéphane Frey. Au niveau des défenseurs, je vois bien Kai Wagner, Edis Segura ou Aaron Long du côté de l'AFC, Andy Nara. Et bien sûr, Kai Wagner parce qu'il fait toujours des points sur Sorare, c'est intéressant. Les milieux et les attaquants, il y a plus de monde. Donc les milieux, je vois bien Annie Mouktar, Carles Rill, Manu Garcia, qu'on sous-estime souvent. Chambost, Christian Roldan et Rusnak sont intéressants.
Espinoza et Forsberg également. Et du côté des attaquants, bon, je vois bien Surridge, Benteke s'il est de retour vu que c'est à domicile. Après, vous avez bien sûr la doublette Bamba Zinkernagel du côté de Chicago. Dreyer, toujours intéressant parce que même quand on l'attend pas, il est là, il marque. Je vois bien également Joe Belgic, Rossi, Bouanga, Jordan Morris et Arango. Voilà, enfin, c'est du classique. Pour moi, c'est les joueurs qui sont intéressants. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Encore un grand merci à vous d'être nombreux à écouter ce podcast. Je vous remercie. Et puis bah écoutez, il n'y aura pas de débrief ce week-end parce que je suis pas disponible. Je suis en week-end prolongé, voilà, donc pour être transparent. Donc on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et le week-end prochain, je vous tiens au courant s'il y a un débrief. Allez, à très vite dans MLS Time.